Marc Valmont observait l'horizon depuis la terrasse de sa maison d'hôte à Saly, au Sénégal. La mer, calme et grise ce soir-là, ne reflétait plus rien, pas même ses pensées. À 48 ans, il avait tout quitté. Son appartement parisien high-tech, sa société de cybersécurité rachetée 2 ans plus tôt et surtout sa vie d'avant. Un burn-out sévère l'avait poussé à fuir. Pas seulement le stress des contrats avec les ministères, ni la paranoïa quotidienne du milieu tech, mais aussi une solitude affective. Divorcé, sans enfant, Marc voulait réapprendre à respirer. « Je veux redevenir humain », avait-il dit à son psy avant de partir. Le Sénégal, c'était son échappatoire. Un pays qu'il connaissait à peine, mais qui lui avait toujours inspiré confiance. La teranga, l'accueil, les sourires. Depuis 1 mois, il s'était installé à Saly, sur la petite côte, loin de Paris. Il passait ses journées à marcher sur la plage, à lire, à écouter les pêcheurs raconter des histoires. Il s'était même promis de ne plus toucher à un clavier. Mais dans le monde moderne, on ne quitte jamais vraiment le numérique. Le 12 août, tout bascula. Marc était seul dans son bungalow lorsque son téléphone vibra. Un numéro inconnu apparut sur son écran. Un message WhatsApp, une phrase courte. « Je sais tout de vous ». Il fronça les sourcils. Mauvaise blague. Peut-être un faux message publicitaire. Puis un second message tomba. « Regarde ceci, Marc ». Une vidéo se lança automatiquement. Marc sentit son cœur rater un battement. L'image montrait l'intérieur de sa chambre. Lui, filmé à son insu. Une caméra cachée ou pire, une intrusion dans ses comptes cloud. Des moments intimes, privés, qui n'auraient jamais dû sortir de son téléphone. Le souffle court, il vit s'afficher un dernier message. « Si tu ne veux pas que cela circule, paye 120 000 € en crypto, d'ici 72 heures, sinon on publie tout. » Famille, anciens clients, médias. Le compte Bitcoin est ci-dessous. Marc se sentit piégé. Quelqu'un avait piraté ses appareils, ou bien installé une caméra dans sa chambre, ou les deux. Il regarda autour de lui, paniqué. Qui avait pu faire ça? Ses voisins, le personnel de la maison d'hôte, un inconnu en ligne, une mafia? Le passé de hacker lui revint en mémoire comme un flash. Il savait comment ce genre de chantage fonctionnait. Il avait vu d'autres se faire piéger. Il avait même aidé des clients à gérer ce genre de crise. Mais cette fois, c'était lui la cible. Marc fixa l'écran de son téléphone, le pouls affolé. Il tenta de se calmer. Il savait que paniquer était la pire option. Il y avait toujours un moyen. Toujours. Sa première décision fut de vérifier ses comptes cloud. iCloud, Google Drive, Dropbox. Tous semblaient intacts, mais il savait qu'un pirate expérimenté pouvait subtiliser des copies sans laisser de traces. Il tenta un appel vocal via WhatsApp, mais personne ne répondit. Un nouveau message tomba, accompagné d'un lien vers un wallet crypto. « Ne perds pas ton temps à chercher. Je suis dans ton téléphone, dans ta maison et dans ton cloud. Tu ne peux pas me retrouver. Paye ou assume. » Marc sentit la colère remplacer la peur. « Tu ne sais pas à qui tu parles », murmura-t-il. Au même moment, un souvenir lui traversa l'esprit. À Paris, il avait conseillé des entreprises victimes de ce genre d'extorsion. Il savait comment les hackers opéraient. Mais cette fois, c'était personnel. Marc alluma son vieil ordinateur portable, celui qu'il gardait pour les urgences. Il avait désinstallé ses outils depuis son départ de France, mais pas tout. Il réactiva ses accès à certains forums privés sur le dark web, des réseaux où il avait encore des contacts, des alias dormants. Il lança des outils de traçage sur le wallet crypto donné par le maître chanteur. Première surprise, le portefeuille avait déjà reçu des transactions similaires la semaine passée. Ce n'était pas la première victime. Marc utilisa une technique d'empreinte numérique. À partir des métadonnées des vidéos envoyées, she isolated a hidden signature, a slight electronic noise in the image, specific to a certain spy camera. Il consulta un ancien ami resté à Paris, expert en matériel espion.
Ce type d'appareil est vendu localement au Sénégal, Marc. Les codes de série correspondent à des modèles importés via Dubaï. Marc sentit un frisson le parcourir. Il relança ses analyses. L'adresse IP du maître chanteur était masquée par des proxys, mais un fichier joint comportait un détail troublant. Une fuite d'en-tête révélant un passage par un cybercafé de Dakar. Mauvais choix, mon gars, pensa Marc. Il connaissait la faille des proxys mal configurés. Plan d'action. Identifier les heures de connexion du cybercriminel. Repérer les cybercafés utilisant cette plage d'IP à Dakar. Installer un traceur sur les prochaines communications. Piéger le criminel lors d'un prochain contact. Marc n'était plus en mode victime. Il venait de redevenir un prédateur. Marc passa la nuit devant son écran, dans la chaleur moite de sa chambre, ventilateur au ralenti. Chaque fois que le maître chanteur se connectait pour envoyer un message, Marc activait un sniffer, un outil qui captait les paquets réseau en transit. Vers 2h46 du matin, il intercepta un nouveau signal. Le proxynet utilisé n'était pas parfait. Un fragment d'adresse IP réel s'afficha. Géolocalisation. Dakar. Quartier des Parcelles Assainies. Cybercafé Digital Zone. Ouvert tard. Marc prit une grande inspiration. Il enfila un t-shirt, des sandales et mit son ordinateur dans un sac à dos. 3h30. Quartier des Parcelles Assainies. Le taxi jaune-noir l'abandonna devant un cybercafé encore éclairé. Des jeunes jouaient en réseau, rires étouffés. Marc entra discrètement, repérant les postes connectés. Il scanna les MAC adresses avec une antenne discrète. Bingo! Un ordinateur émettait exactement le même flux qu'il avait tracé. À l'écran, une interface d'administration d'un site de chantage. Derrière le clavier, un jeune homme en sweat à capuche. Marc reconnut son pseudo utilisé pour les transferts. Shadow Mamba 333. Il recula lentement, hors de la salle. Pas question de l'affronter de suite. Le lendemain matin, Marc contacta un de ses anciens partenaires resté à Paris, Samuel. Samuel travaillait désormais avec les autorités françaises sur les cybercrimes internationaux. « On a besoin d'une coopération avec la police sénégalaise », dit Marc. « J'ai le hacker, je peux le faire tomber. Mais je veux une procédure propre. » Samuel activa ses contacts. La division spéciale de cybersécurité du Sénégal fut alertée. Plan mis en place. Marc allait proposer un rendez-vous pour négocier un paiement direct. Un piège, organisé en collaboration avec les autorités locales. Le jour du rendez-vous, un café discret, non loin du monument de la Renaissance. Marc attendit, assis en terrasse. Il avait gardé son téléphone branché à un système de capture réseau. L'homme arriva. C'était bien le même que la veille. Il portait une chemise cette fois, l'air détendu. « Toi, c'est Marc, hein ?» dit-il en souriant. « On va discuter. » Avant même qu'il ne s'assoie, 2 agents en civil surgirent. « Police sénégalaise, ne bougez pas !» L'homme tenta de fuir, mais fut plaqué au sol. Dans son sac, un ordinateur portable, une clé USB remplie de données compromettantes, des informations sur d'autres victimes. Une vraie banque de chantage numérique. Marc, à distance, regarda la scène, le souffle court. Il n'avait pas seulement sauvé sa vie numérique. Il venait de démanteler un réseau d'extorsion transfrontalier. Au poste de police de Dakar, dans une salle exiguë éclairée par un néon fatigué, Marc assista à l'interrogatoire discret du hacker qui l'avait aidé à capturer. Le jeune homme s'appelait Moussa Ndiaye, 27 ans, étudiant en informatique à la base. Mais depuis 2 ans, il gérait un système sophistiqué de cyberchantage ciblant les expatriés, les touristes fortunés et même des cadres d'entreprises françaises. Sur son ordinateur, les policiers découvrirent des dizaines de dossiers classés par nom avec photos, vidéos et documents volés. Des scripts automatisés pour infiltrer les clouds mal protégés via des failles de sécurité banales. Mots de passe réutilisés, comptes mal sécurisés. Des enregistrements de conversations intimes récupérés via piratage de smartphones. Moussa n'était pas seul.
Il travaillait pour un réseau plus vaste, une structure appelée le Marchand d'Ombre, avec des ramifications à Paris, Marseille et Dakar. Sous pression, Moussa finit par parler. « Je ne suis qu'un maillon. » Le cerveau, c'est un certain Dembaba. Lui, il vit entre Paris et Dakar. C'est lui qui récupère les fonds, il recycle l'argent en crypto à Dubaï. Moi, je faisais juste les prises. Marc serra les poings. Il savait que c'était plus grand que ce qu'il avait imaginé. Ce n'était pas juste un hacker isolé. C'était une industrie du chantage numérique. Avec les informations de Moussa, les autorités françaises et sénégalaises mirent en place une opération conjointe. Dembaba, 52 ans, homme d'affaires, sénégalo-français officiellement dans l'import-export, était en réalité le chef du réseau. Il vivait entre Paris-Kanzi et les Almadies à Dakar, intouchable depuis des années, grâce à ses connexions politiques et financières. L'opération s'accéléra. En France, la police judiciaire lança des perquisitions. Au Sénégal, les cybercafés complices furent fermés. Des comptes crypto furent gelés. Des victimes furent identifiées, entrepreneurs, artistes, même des figures publiques. Le réseau avait utilisé des caméras espionnes dissimulées dans des logements touristiques et des Airbnbs, piraté des connexions Wi-Fi et capté des données en masse. Ils exploitaient la naïveté des voyageurs modernes, persuadés que leur vie numérique était protégée. Le coup de filet fut retentissant. Plus de 12 arrestations en France et au Sénégal. Le réseau, le Marchand d'Ombre, était démantelé. Marc suivit les informations depuis sa terrasse, face à la mer. Il avait repris contact avec ses anciens collègues de Paris. Il savait que cette histoire n'était pas unique. La cybercriminalité ne dort jamais vraiment. Mais cette fois, il avait eu sa revanche. 3 semaines après l'arrestation du réseau, Marc reprenait lentement une routine. Mais rien n'était vraiment pareil. La mer, le sable chaud, les balades sur la plage, tout semblait différent. Son esprit restait connecté à ce qu'il venait de vivre. Un soir, assis seul dans un café de Sali, il consulta son téléphone. Il avait reçu des centaines de messages. Des journalistes, des anciens collègues, même des victimes anonymes qui le remerciaient d'avoir aidé à démanteler le réseau. Mais Marc savait que ce n'était que la surface du problème. Le vrai piège n'était pas les hackers. Le vrai piège, c'était la croyance moderne que la vie numérique est sous contrôle. Il se souvenait d'un proverbe sénégalais qu'Ibrahima, le jeune hacker arrêté, lui avait dit lors de l'interrogatoire « Le poisson ne voit pas l'hameçon, il ne voit que l'appât ». Marc comprenait mieux désormais. Dans un monde hyper connecté, nous sommes tous des poissons. Marc décida de quitter Sali pour rejoindre Saint-Louis, plus au nord. Il voulait écrire un livre, pas un manuel technique, pas un guide de cybersécurité, un récit, un témoignage sur le nouveau monde où les frontières entre réalité numérique et arnaque sont floues. Il rencontra des policiers, des journalistes, d'autres expatriés. Il recueillit des témoignages de victimes silencieuses, couples brisés, carrières ruinées, vies éclatées par un clic. Il comprit que ce qu'il avait vécu n'était pas une exception. Le réseau démantelé n'était qu'un réseau parmi d'autres. À Paris, à Dakar, à Dubaï, d'autres, marchands d'ombre, travaillaient déjà dans le noir. On peut quitter les ordinateurs, voyager loin, changer de vie. Mais aujourd'hui, même en pleine brousse ou au bord de la mer, le piège numérique nous suit partout.